Salut Nicolas, très content de te Salut. retrouver pour ce nouvel épisode du Data Sommelier. On va parler de base de données. On n'en parle pas tant que ça dans cette série du Data Sommelier. On est plutôt analytique, OLAP. Aujourd'hui, on va parler d'OLTP, de transactionnel. Et ça colle peut-être un peu avec l'actualité où on a vu récemment et Databricks et Snowflake racheter des bases de données Postgre donc, pour faire de l'OLTP. Donc voilà, l'OLTP revient sur le devant de la scène, on dirait. Je pense qu'il l'a jamais vraiment quitté en vrai, Certainement. puisque le fond du problème quand on fait de l'analytique, c'est surtout quand on a commencé, il y a quelques années de ça, à avoir vraiment tous ces mouvements autour du big data, des énormes volumes de données. Tout ce qui est data engineer ou data scientist, ils ont eu un énorme boulot de nettoyer les données et finalement parce qu'on prenait un peu tout n'importe comment et on se rend compte que finalement avoir une en amont, avoir si on a un système OLTP qui déjà est plutôt fiable et stable et qui permet de synchroniser ces données rapidement avec les systèmes analytics, et ben, finalement, on gagne énormément de temps et on est plus en mesure de profiter de son système analytics, un Snowflake, un Databricks, tout ce qu'on veut. On va vraiment pouvoir l'utiliser, directement avec des données qui sont déjà très propres et donc gagner du temps sur l'analyse qu'on peut faire, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça qui donne ce regain et des gens comme Snowflake et Databricks sont vraiment orientés là-dessus, où on voit, de plus en plus, s'ils cherchent à avoir une offre vraiment OLTP qui va leur permettre de s'intégrer dans la partie analytics derrière, quoi. Ouais, très clair. Alors, tu es là aujourd'hui pour parler d'Aerospike. Il n'y a pas forcément beaucoup d'actu dans mon fil d'actualité sur Aerospike. Ça semble être un peu confidentiel et pourtant, il y a de très gros clients qui utilisent la techno. Et donc, tu es là pour nous faire un petit peu découvrir et d'ouvrir le capot et nous faire comprendre pourquoi il faut s'intéresser à Aerospike. Eh ben, alors Aerospike, effectivement, c'est une boîte qui a quand même à peu près une quinzaine d'années, maintenant, donc c'est pas du tout quelque chose de neuf. Je suis un des rares en France, je pense, à la connaître depuis une dizaine d'années. C'est pour ça que d'ailleurs que j'y suis arrivé au bout d'un moment, je pense. Donc il y a un lien de cause à effet direct. Hem, Par contre, en France, c'est très récent. Ça fait à peine un an que l'activité française a démarré. Et on le voit, en fait, surtout si on regarde la colonne Actech, du slide, on voit, par exemple, on a pas mal de noms, donc vraiment dans la pub, notamment Criteo en France. Ouais, très connu. Heu, voilà, et ça va faire 3-4 ans maintenant qu'ils sont clients, Aerospike, donc c'est qu'il y a des gens qui le connaissent vraiment bien. Et en fait, c'est un secteur, où, on est très, très dominant. C'est-à-dire que beaucoup de compagnies AdTech dans le monde, quelle que soit la plaque géographique, on va retrouver très souvent de l'aérospike parce qu'en fait, on répond à des problèmes, en mode clé-valeur qui sont vraiment très différents, de ce que les autres peuvent faire. Tout le monde a en tête quand on parle de NoSQL, clé-valeur, on pense souvent à du Redis, à du Couchbase, on va même aller des fois étendre vers du Mongo, des choses comme ça. Mais en fait, quand on atteint certains niveaux d'échelle, que ce soit tant sur les volumes, que ce soit sur le throughput qu'on veut avoir, mais qu'on cherche toujours à maintenir, une latence excessivement faible en lecture-écriture, et ben, on va souvent avoir des problèmes avec ces outils-là et c'est là qu'Aerospike arrive. Alors on n'a pas besoin d'avoir ces volumes-là pour utiliser Aerospike, hein, je rassure les gens. On peut être beaucoup plus bas. On a des clients dans la liste qui ont des volumes très faibles. Si je prends par exemple Adobe dans la liste, c'est un client, qui a un très gros volume, un très gros cluster d'un point de vue entreprise, mais ils ont aussi des solutions sur lesquelles ils déploient des outils chez leurs clients avec des tout petits clusters, avec des très faibles volumes et ça marche très bien en fait. Ils ont le même bénéfice dans tous les cas. Mais la vraie différence, c'est qu'on va être capable de démarrer petit, d'aller très, très loin. On a quelques clients qui aujourd'hui tournent avec des bases qui ont, 1-2 pétas de données en D'accord. OLTP. Très clair. Bah, j'en profite pour saluer les gens de Criteo qui nous hébergent régulièrement, enfin qui hébergent le Modern Data Stack Meetup et qui reçoit prochainement aussi l'Apache Meetup, Apache Iceberg Meetup. Donc bah, bravo à eux parce ils sont dans la tech, ils utilisent des belles technos et ils en parlent. Ils D'accord. nous Donc accueillent souvent aussi, ils parlent volontiers de nous, donc je les remercie aussi de notre côté. ouais, super. Donc tu es dans la catégorie NoSQL Database. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on est un modèle un peu particulier parce que si on prend le scope NoSQL au sens, large, bon, souvent on identifie un peu, 4 types. On a un peu tout ce qui va être graphe, les bases colonnes, les bases documents et les clés valeurs. Nous, on va être vraiment, on est plutôt ce qu'on appelle un key record. Donc en fait, c'est que quand on est un peu comme un clé-valeur, sauf que la valeur, elle a un sens, hein, donc on va pouvoir la découper en plusieurs colonnes, on va pouvoir l'utiliser avec des types sur ces colonnes.
C'est pas un énorme bloc qu'on est incapable de maîtriser. Donc l'intérêt, c'est que ça va permettre, par exemple, d'avoir des requêtes, sur les contenus. On est capable d'aller chercher des contenus spécifiques. On est capable aussi de manipuler un contenu spécifique et ça va permettre d'avoir des use cases un peu différents parce qu'on va être capable d'agréger, par exemple, compte tenu des performances qu'est capable d'obtenir Aerospike, on va être capable d'agréger, plusieurs, applications, plusieurs vues pour une même clé et donc finalement, quand on a besoin d'une vue globale, si je prends un cas, le cas courant du NoSQL qui est le Customer 360, bah, finalement, chaque application va pouvoir utiliser sa colonne. Alors, nous, on appelle ça un bin chez Aerospike, va pouvoir utiliser son bin pour stocker ses informations. Mais si à un moment je veux une vue globale, bah, j'ai juste besoin de récupérer la clé. Et là, j'aurai tous les bins avec toutes les informations associées à ce client. D'accord, je crois que tu as un Pour slide faire. sur les use cases, je dirais les plus adaptés, hein, Ouais, alors, effectivement, je sais même plus où il est exactement. tu l'as passé, je l'ai vu. Voilà. Ouais, Les use cases qu'on va retrouver, voilà, donc on a encore Criteo, donc c'est un moteur de recommandation. Alors Criteo nous utilise vraiment comme un moteur clé-valeur. C'est vraiment, à aujourd'hui, ils sont encore principalement sur du monobin, donc une clé et une colonne attachée. Ils sont en train de démarrer petit à petit à faire du multi-bin, donc pouvoir avoir plusieurs use cases qui tapent dans des colonnes différentes pour la même clé. L'objectif pour eux, c'est vraiment, bah, nous positionner la meilleure pub. Et voilà, donc typiquement, un des gains qu'ils ont eu avec nous, c'est ça, c'est qu'ils avaient, du Couchbase et du Memcache, mais c'était assez compliqué à gérer, parce que Memcache était là parce que Couchbase était pas assez rapide pour eux. Alors quand on d'accord, arrive à ce genre de niveau, voilà, d'accord. et on était à peu près à 110 millions de requêtes secondes sur l'ensemble des clusters et des nœuds. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas un cluster qui prend ça, hein. Quand on parle de 3200 serveurs, c'est plein de machines dans différents data centers pour différentes plaques géographiques. Aujourd'hui, par contre, le fait d'être passé sur Aerospike, voilà, ils sont arrivés à ils ont à peu près, entre 1000, ils devraient atterrir vers les 800. Pour le moment, ils sont encore à 1000 parce que c'est un process assez long chez eux, parce que ça ne s'arrête jamais. Criteo ne s'arrête jamais de fonctionner, continue de fournir de plus en plus de requêtes par seconde. Donc, quand on décide de migrer, on y va, on prend son temps et on fait les choses proprement. Mais voilà, ils ont tout décommissionné, ils sont arrivés complètement sur Aerospike, ils ont à peu près 1000 serveurs effectifs aujourd'hui et ils prennent en gros 300 millions de QPS sur l'ensemble des machines, quoi. Ah, Et OK, donc certaines machines où ils prennent 45 millions de requêtes et ils font des maintenances, en live, en permanence sur les nœuds. Enfin, voilà, impressionnant. donc ça Puis, tu as un autre petit client là, PayPal, personne connaît ça? non, c'est un petit truc dans un coin. Non, PayPal, ouais, bah, c'est un peu alors eux, c'est un peu rigolo parce qu'ils ont suivi un peu l'évolution d'Aerospike. Ils ont démarré sur un modèle vraiment, clé-valeur assez simple aussi, où l'idée c'était alors je sais pas si les gens, ou tu es familier des systèmes de détection de fraude, Bah, c'est un mais use case assez classique, dans la banque, ouais. hein, c'est vrai? Voilà, donc en général, ce qui est fait, quand une transaction arrive pour la scorer, c'est qu'on va chercher un modèle de scoring adapté à l'identifiant du client et donc bah, typiquement, nous, à Aerospike, ce qu'on leur permettait de faire à PayPal, c'est simplement de pouvoir avoir les chaînes de machine learning, qui tournent à quasiment non-stop, qui vont pouvoir updater quasiment en permanence, la pondération, du modèle pour chaque client PayPal. Il y en a quelques-uns dans le monde et donc du coup, dans le même temps, ça les freine pas pour pouvoir détecter et scorer une transaction. C'est-à-dire que, les temps de réponse d'Aerospike, en général, c'est de l'ordre de la milliseconde, hein. Même si on n'utilise pas la mémoire, on utilise du disque, on est dans une milliseconde de temps de réponse. Ouais, d'accord. Donc grosso modo, quand la transaction arrive, on peut avoir le modèle qui a été mis à jour la milliseconde avant et d'un coup, on a le nouveau scoring qui apparaît. D'accord. Et l'autre cas qui les a beaucoup intéressés, c'est je reviendrai un peu après sur les slides un peu plus techniques pour expliquer comment ça marche, mais c'est très stable Aerospike. On a des clients aujourd'hui qui ont des uptime de serveurs de 5 ans, 6 ans, ça nous semble normal. Ouais. C'est pas déconnant. Donc pour eux, ça leur permettait d'avoir un système qui était quasiment non-stop live. Je crois qu'ils sont à 99,999. Je crois qu'ils ont les 5 nines sur Aerospike. Donc bah, finalement, plus le système est disponible, moins il y a de transactions qu'ils doivent laisser passer sans les scorer. Donc moins ils ont de fraude qui passe, quoi. D'accord. Et Et sur des architectures comme, PayPal avec, de l'Aerospike, il y a encore du Flink ou d'autres frameworks comme ça en complément? Tu as une petite idée? ils ont beaucoup de choses en fait. Nous, Ouais, on est vraiment, pour PayPal, on est vraiment le socle. C'est-à-dire qu'il y a une transaction qui arrive sur le site web ou sur l'application mobile, peu importe. Sur les API PayPal, ça rentre. J'ai un identifiant de qui lance la transaction. Je vais chercher son modèle de scoring.
Nous, on sert qu'à ça, Ouais, d'accord. OK. grosso modo. Mais par contre, les volumes sont délirants puisque finalement, à l'échelle mondiale, le nombre de transactions qui sont faites sur PayPal à la seconde c'est vraiment un volume énorme, quoi. Ouais, j'imagine. Bah, c'est une belle référence, c'est clair. Et être disponible ne serait-ce que, allez, 0,05% du temps de plus sur une année avec un temps de réponse qui est garanti dans la milliseconde ou allez, on va dire les 2 millisecondes, à l'échelle de PayPal, c'est plusieurs millions qui sont sauvés tous les ans. Ouais, c'est ça. Bah, là, ils sont en chrono en main et ils regardent, Ah si ouais, combien de temps ça dure, hein. On est c'est d'accord. ça. Ouais, c'est des échelles, gigantesques. D'accord. Alors j'ai coupé un peu le fil de la présentation parce qu'on a parlé des use cases, on avait prévu d'en parler un peu plus à la fin. Du coup, on refait un petit zoom un peu plus technique sur la Ouais. techno Aerospike, en soi. Alors, voilà, pour la positionner globalement, alors c'est un slide, qui est très, très orienté marketing, hein, c'est pour ça qu'on est tout en haut à droite, on est les meilleurs. Mais pour être plus réaliste, voilà, nous, on a vraiment cette logique, on connaît le monde relationnel, le monde, avec Oracle, MySQL, Postgre, qui a une modélisation de la donnée qui impose, certaines contraintes avec les connexions, enfin tout ce qui est clés référentielles et ainsi de suite, heu, qui va en général être plutôt utilisé quand on a des volumes qui sont relativement restreints. Par contre, on sait qu'on a tout un ensemble de garanties sur ce qu'on est en train de faire. On sait que les données sont persistées sur le disque, on sait que, voilà, quand on écrit quelque chose, on a donné toutes ces mécaniques de transaction acides, qui vont être plus ou moins hautes et donc nous garantir plus ou moins tout ce qu'on fait. Ça évolue un petit peu là, si on reprend sur le schéma, on a des Yugabyte et Cockroach. Yugabyte et Cockroach, c'est du SQL distribué, donc on passe sur une logique de cluster. On n'est plus sur un nœud, qu'on réplique uniquement, mais du coup, on va toujours avoir cette logique SQL, mais on va rajouter beaucoup de contraintes de temps. Typiquement, un cluster Cockroach, bah, faire des temps de réponse dans la milliseconde sur une écriture, c'est très compliqué. Mais c'est pas son job, en fait, c'est pas ce qu'on lui demande, donc après, c'est pas très gênant et c'est pour ça qu'on a tous ces modèles NoSQL qui sont apparus il y a une vingtaine d'années, hein, quand même, Ouais, qui sont là pour répondre à ces contraintes de latence et de disponibilité et souvent, ce qu'on a accepté, c'est de dire, «Je vais être moins cohérent. Je peux accepter de lire une donnée qui est pas la bonne version, mais c'est pas grave». Donc j'ai assouplir ça et donc là-dessus, en fait, Aerospike est arrivé dans la même époque que tout le monde, hein. Tout le monde a sorti à peu près au même moment avec son idée de comment le faire. La particularité, principale d'Aerospike, c'est que, bah, quasiment tous les modèles NoSQL, utilisent énormément la RAM. ouais, Donc dès qu'on a comme on a un cluster, il faut répliquer la donnée. Donc si j'ai, 1 téra de données, bah, si j'ai un replication factor de 3, en fait, il faut que je stocke 3 téras de données. Ça commence à faire quelques nœuds si je veux avoir tout ça dans de la RAM. d'accord. Donc on va avoir des mécaniques comme Mongo ou Couchbase qui vont savoir utiliser le disque, mais du coup, les temps de réponse sont plus garantis. Et c'est là qu'Aerospike intervient, en fait, en disant, «Nous, on va utiliser les disques et on va vous garantir les temps de réponse». D'accord. Dans l'histoire du développement, c'est parti d'un noyau commun ou ça a été redéveloppé from scratch? C'est, Ça a été développé complètement from scratch par les 2 cofondateurs. Il y en a un qui est parti à la retraite maintenant, l'autre est toujours là, notre CTO actuel est toujours un des cofondateurs et non, non, c'est, quelque chose qui a été écrit en C. Il est reconnu dans la Silicon Valley comme un expert de base de données depuis, plus de 20 ans. Donc voilà, il avait cette idée. Alors la particularité, c'est que lui, il s'est dit, quand il a vu en fait les prémices du monde NoSQL arriver, quand je parle vraiment des prémices, hein, je parle des tout débuts de Cassandra chez Meta, à l'époque Facebook, ou les premiers papers sur Riak et compagnie, donc vraiment début des années 2000. Il a commencé à se dire, bah ouais, mais tout ça utilise de la mémoire, et aujourd'hui on a des disques SSD, et les disques SSD c'est très rapide en fait. Donc est-ce qu'on pourrait pas trouver un moyen d'être moins coûteux sur la RAM, mais de garantir des temps de réponse qui sont très bons. ouais, d'accord, Et d'accord, c'est comme ça qu'il a commencé l'écriture du produit et c'est comme ça que le produit est né. ouais, d'accord. Donc, c'est pas un fork d'un Non, noyau, connu, c'est vraiment, non, redéveloppé, de rien, en fait? ouais. Ah, Avec c'est j'imagine développé from scratch, ouais. avec les bonnes hypothèses, pour traiter ces use cases de volumétrie et cetera. Ouais, c'est ça. Avec des façons de gérer les choses, je sais pas si on l'a sur celui-là, voilà, j'ai utilisé ce slide là pour en parler, mais c'est ce qu'on appelle l'hybrid memory architecture, en fait. C'est quelque chose qui a été breveté par Aerospike, hein, par les cofounders. Donc en fait, c'est vraiment cette logique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est, alors c'est pour le simplifier à l'extrême, hein, parce que c'est un peu plus complexe que ça dans la réalité, mais
Grosso modo, quand on a un disque SSD ou maintenant des NVMe, puisqu'on a les interfaces NVMe, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a donc des blocs sur nos disques et ces blocs, on a tout un tas de layers qui arrivent avant qu'un process puisse les consommer. On a tout un tas d'interfaces. Aerospike, en gros, on shoot tout. On dit: «Non, c'est nous qui adressons le disque en direct. D'accord, d'accord. C'est des drivers, ultra spécifiques. C'est nous qui gérons l'interface NVMe nativement, D'accord, directement depuis le process». Donc on gère tous les blocs, on gère la taille des blocs, comment on les écrit et donc finalement, là où ça devient intéressant, c'est que ces interfaces-là et ces disques-là, aujourd'hui, on est sur du, 100-150, microsecondes de temps de réponse, en fait. Quand je veux lire un bloc, il me faut pas plus que ça pour le remonter et donc le reste du travail, ça a été de trouver, comment structurer la RAM pour que quand on m'envoie une clé, je sois et qu'on me demande, une colonne particulière attachée à cette clé ou l'ensemble des éléments, je sache exactement quels sont les blocs que je dois aller chercher et donc ça, c'est ce qu'on a dans la RAM et finalement quand on fait un get sur, Aerospike, bah, j'arrive dans la mémoire, je sais où je dois aller lire sur le disque et je le remonte à vitesse grand V et d'accord, finalement nos clients aujourd'hui, si je prends le cas de Criteo encore une fois, hein, sur des échelles qui sont, absolument délirantes, ce qu'ils observent en moyenne, en latence, en lecture, c'est, une demi milliseconde. d'accord. Donc, du coup, l'infra, c'est plutôt du on-prem chez les clients? Alors, on a beaucoup d du fait du monde ad tech, on a beaucoup d'on-prem historique, parce que typiquement, si je prends le cas de Criteo, ils vont jusqu'à gérer comment ils attachent, un channel réseau sur un thread CPU, quoi. Ouais, Ils sont oui. ils sont dans ce niveau de détail. Donc ça, on peut pas le faire chez un cloud provider. Ah d'accord, d'accord, d'accord. Mais Ça a du après, on a sens. énormément de clients sur le cloud, hein, aujourd'hui, hein. D'accord, C'est pas un frein. d'accord, mais ça a du sens d'être on-prem et de gérer, aux petits oignons comme le fait, Criteo, en fait, hein. Parce que la database, tu as accès à des propriétés fines, de la database. Ouais, OK. C'est ça et eux, ils ont ces contraintes-là par rapport à leur temps de réponse. Après, la grande majorité des clients qu'on a, un peu partout, ils utilisent beaucoup AWS, GCP, Azure, enfin peu importe. Ils font comme ils veulent et puis ils le déploient et ça pose aucun problème, en fait. D'accord et tu as une version, managée aussi par Aerospike, c'est ça? Ou, Alors, on a une version cloud qui est en train d'arriver. d'accord, On a été un peu plus compte tenu des spécificités, ça a été un peu plus laborieux à mettre en place que d'autres, on va dire, puisque là, on a vraiment un lien sur la machine et le type de disque qu'on peut mettre sur les machines, donc ça a des contraintes d'implémentation et de gestion qui sont un peu différentes et on a aussi des mécaniques un peu particulières. On parle beaucoup de réduction de l'empreinte globale chez Aerospike. Typiquement, un système, distribué classique, je pense que ça surprendra personne. On s'attend à ce qu'il y ait un replication factor de 3 et que ce soit toujours des nombres impairs pour qu'on puisse obtenir en permanence une majorité. Bon, bah, chez Aerospike, il y a des algorithmes maison, qui permettent de faire un replication factor de 2 avec les mêmes niveaux de garantie OK, donc et ça minimise l'infra, en fait. ça Ça permet minimise encore l'infra, en fait. Donc on est capable de moins avoir d'empreintes et des choses comme ça. Donc cette logique-là pour gérer les empreintes, quand on est chez des cloud providers ou autres qui ont des logiques à toujours 3, parce que c'est un peu le nombre d'or, hein. On a 3 de zones de dispo dans une région, et ainsi de suite. Donc ça crée des complexités qu'il faut, adresser, pour que les clients puissent, quand ils arrivent sur un Aerospike Cloud, donc un service complètement managé, qu'ils soient pas perdus et qu'ils aient pas l'impression de pas retrouver leurs petits quand ils viennent d'un autre service, en fait. D'accord, d'accord. Tu me disais dans une conversation, parallèle qu'en fait, bon, les gens, enfin les clients ou les prospects peuvent échouer sur une certaine techno et à un moment donné, ils font des recherches et ils tombent sur Aerospike parce que ça Ouais. résout, c'est plutôt dans ce sens-là que Aerospike est abordé aujourd'hui, c'est ça, hein? Ouais, c'est pour ça que là, comme je disais, nous, ça fait à peine un an qu'on est arrivé en France. On a une empreinte européenne qui est encore assez légère, hein, pour une entreprise, d'une quinzaine d'années, parce qu'on doit être, je sais pas, on doit être peut-être une petite dizaine en Europe, globalement. Ouais, Moi, typiquement, je couvre un territoire qui est assez grand, hein. Je couvre l'Europe du Sud, plus, la partie, DAR, plus une partie, du Middle East. Enfin, voilà, hein, d'accord. c'est Ouais, en vas-y, fonction des fais-moi. besoins, je couvre où est le client. D'accord. Mais, parce qu'en fait, effectivement, on n'est pas les plus connus, on est une boîte de tech faite par des techs. Donc, le marketing, c'est quelque chose qui peut être très loin d'eux, des fois. Ouais, je connais, non, je vois bien. Non, non, écoute, Et c'est ça un petit peu le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours eu, voilà, les clients type, qui sont vraiment précis ou qui ont échoué sur des technos type Mongo ou Couchbase parce que
parce qu'ils arrivaient à des niveaux de saturation, parce que s'ils ont eu des contraintes d'opérabilité, des choses comme ça. Et ben, finalement, en recherchant, bah, ils vont tomber sur, une histoire de Criteo qui a quitté Couchbase pour Aerospike, une histoire D'accord, de, je sais pas qui a enlevé Cassandra pour passer sur Aerospike et ainsi de suite, en fait. On d'accord. aura toujours, à une plus petite échelle, très récemment, ça nous a aidé à faire un peu de bruit, notamment, dans la partie, Allemagne et compagnie. On a eu TomTom qui a migré de Redis à Aerospike D'accord, bah, et on super parle pas connu de tout ça. volume gigantesque, hein, on parle de 500 gigas et 10 000 requêtes secondes en pic. D'accord. Mais déjà, c'était opérationnellement, ça devenait compliqué sur leur version de Redis et le coût, d'infrastructure devenait un peu trop gros. D'accord, donc les facteurs de choix, donc c'est performance, c'est la fréquence de lecture, c'est la performance globale, c'est ça? Ouais. Là où globalement on va dire le perfect fit, c'est, s'il y a beaucoup de requêtes à la seconde avec qui requiert une latence faible sur des volumes assez importants. Alors là, on OK. va être, en général, il y aura pas grand monde à part nous, techniquement. Maintenant, aujourd'hui, si je voulais être un peu plus réaliste, et être plus cohérent, moi je dirais que c'est plutôt quand on veut s'offrir une certaine souplesse de gestion. Parce qu'on a, bah, là, si je reprends ce slide, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous, on est un système distribué, donc on réplique les données, mais tout ça, est complètement abstrait pour le client. Ouais, Notre client, quand il veut utiliser les trucs, bah, lui, il demande à lire une clé ou à écrire la clé et il a pas besoin de se soucier de ça. Donc toute la gestion du cluster, elle est complètement automatisée. Si un nœud tombe, bon, bah, on gère le fait que le nœud est tombé. On va le remonter, on va redistribuer les données, on va avoir des temps d'accès en lecture et en écriture, des temps d'interruption qui sont parmi les, je pense peut-être même les plus faibles du marché aujourd'hui, parce qu'on a des mécaniques qui nous permettent de reprendre les écritures excessivement rapidement. Et ça, c'est lié aussi au fait qu'on est, ce qu'on voit là-dessus, l'intelligent clients, c'est, en fait, pour communiquer avec Aerospike dans une application, il faut utiliser la librairie Aerospike. Et cette librairie, en fait, elle est constamment informée de comment est le cluster, donc du nombre de nœuds, de d'accord, qui est où, et donc d'être directement depuis le client, ça fait partie des choses où on arrive encore à gratter un peu de temps de réponse. C'est, bah, si je demande une clé où je veux l'écrire, le client, il sait déjà quel nœud il doit appeler, donc il n'a pas besoin d'un load balancer, il va directement demander au nœud et il lui dit: d'accord, «Écris-moi cette clé-là» et puis ça se fait très rapidement. Donc d'accord. c'est tout cet ensemble qui va nous permettre d'obtenir, en général, une gestion opérationnelle pour les gens qui est excessivement simplifiée. Donc on n'a pas trop de coûts ops. Typiquement, on a des clients, je sais qu'ils avaient enfin sur d'autres technos, ils avaient des appels ops à peu près, tous les 2 jours, tous les 3 jours. Donc, alors c'est pas forcément des grosses pannes, hein, ça va prendre 1 heure à résoudre ou 20 minutes, mais continuellement. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup de clients chez Aerospike qui nous disent: «Ça fait 18 mois, j'ai rien eu, quoi». Alors il Ouais. y en a d'autres chez qui ça arrive, hein, mais on en a plein qui nous disent: «Il se passe rien, quoi». Ouais, donc grande stabilité et puis de disposition aussi des Ouais. services. D'accord, d'accord. Écoute, super intéressant. Je ne sais pas si tu avais encore un autre élément important à partager, sur l'approche Aerospike et pourquoi il faut regarder ce produit-là? Mais un autre point qui pour moi est intéressant, c'est toute la partie basse là qu'on a. C'est que, aujourd'hui Aerospike, bah, on a un modèle NoSQL mais qui est un peu particulier où on a ajouté en fait de la cohérence forte. Donc nous, par défaut, on écrit sur le disque, donc on est durable. Si je reprends un peu la terminologie ACID, une opération elle est atomique, et puis, elle est durable par défaut dans Aerospike puisque j'écris une clé, je l'écris sur un disque, toujours. Et la réplique est synchrone sur Aerospike. Donc, par défaut, si j'écris une clé, j'attends forcément qu'un deuxième nœud l'ait écrite et l'ait persistée sur son disque aussi avant de repartir vers le client. Et on a ajouté un mode qui s'appelle donc Strong Consistency, qui est vraiment, on maintient de la cohérence. Alors on fait pas de la cohérence, référentielle puisqu'on n'a pas de clé référentielle, on n'est pas une base SQL, mais je garantis que quoi qu'il advienne sur mon cluster et quoi qu'il se passe, dans le monde, si je vais lire une clé, j'aurai forcément soit j'aurai rien, soit j'aurai la dernière valeur. Soit j'aurai une erreur, soit j'aurai la dernière valeur. Et ce que ça nous a permis d'apporter aux clients aujourd'hui depuis le début de cette année avec la version 8, c'est qu'on a donc, du multi-record transaction. Donc on est capable d'écrire, de mettre à jour, de lire différentes clés dans une seule transaction et une transaction au sens ACID. Et donc ça permet à des clients, notamment, bah, on a un peu de secteur financier quand même avec beaucoup qui sont venus par la détection de fraude ou des choses comme ça.
Mais aujourd'hui, ça leur permet d'imaginer d'autres use cases où ils se disent: «Bah, finalement, quand je fais des transferts ou quand je veux, quand j'ai besoin de cohérence forte, je vais être capable de le faire». Parce que compte tenu de toutes les mécaniques qui sont dans Aerospike, aujourd'hui, alors, sans, médisance aucune vis-à-vis de Postgre, mais typiquement Postgre qui est excessivement répandu, le niveau d'isolation de base de Postgre, c'est read committed. Donc c'est un niveau d'isolation qui potentiellement peut induire des erreurs sur des accès concurrents. D'accord. Nous, on va être en plus haut que ça. Alors Postgre peut le remonter, hein, c'est pas un sujet, on peut le configurer. Mais un Postgre par défaut, c'est pas ce qu'il va proposer. Ouais, OK, Donc d'accord. là-dessus, on va apporter des niveaux qui deviennent, très, très intéressants et beaucoup de flexibilité pour les gens. Et le dernier point, c'est cette partie XDR où en fait, on est capable de répliquer nos données à travers les régions, en fait. Donc si par exemple, je déploie chez un cloud provider à Dublin, je peux répliquer dans un data center à Francfort et j'ai la latence XDR, c'est, en gros, 100 millisecondes plus la latence du lien réseau. D'accord, d'accord. En termes de roadmap, de plan de développement, il y a des choses qui s'annoncent. Tu sais, de côté OLAP, on prédit toujours la fusion de l'OLTP avec l'OLAP. Est-ce qu'on en parle chez Aerospike ou ça n'a pas de sens, vu les use cases ultra spécifiques? Alors, je vais retrouver le slide. Voilà, celui-là. En fait, nous, on a une approche qui est un peu différente. On va proposer des choses, en termes d'OLAP, on a certaines mécaniques d'interrogation qui peuvent aller lire, énormément de records qu'on va avoir ou des choses comme ça. Donc on a des outils, de ce qu'on appelle les expressions et les filters, donc on va pouvoir faire tourner ça sur les nœuds, ils vont balayer les records et compagnie. Par contre, à aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une approche où on se dit: «On va être le fournisseur de données analytiques, principal, de recherche analytique exploratoire» ou des choses comme ça. Ça Ouais, va pas être notre enjeu. c'est pas l'use case Heu, qui va bien. Ouais, c'est clair. non. Nous, le use case, c'est vraiment de se dire: «On a des données qui arrivent, on peut garantir qu'elles sont propres, on peut garantir même que quand on veut l'application a besoin d'écrire plusieurs données dans une seule transaction, on va garantir que l'ensemble des données est propre». Par contre, là où on va être, nous, on va avoir des séries de connecteurs. Donc on voit là, par exemple, il y a les connecteurs Spark. Un use case qu'on voit excessivement, souvent chez nos clients, c'est, le connecteur élastique, qui va leur permettre d'ouvrir à une recherche complètement, ad hoc entre le texte, tout un tas d'éléments. Bah, finalement, ils vont à la recherche et ce qu'ils récupèrent, c'est toutes les clés, et derrière, ils vont lire les clés dans Aerospike. Et donc ces types de connecteurs, on va en avoir plusieurs. On a des connecteurs Kafka qui vont dans les 2 sens, donc on peut ingérer depuis Kafka et réémettre vers Kafka. Et notre technologie XDR aussi peut servir de stream. Donc D'accord. on est capable de l'émettre directement et donc là, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup des gens, typiquement, si je reprends le use case de PayPal, il y a beaucoup de données de transactions qui rentrent finalement dans Aerospike, mais qui ressortent immédiatement pour alimenter le data warehouse sur lequel le modèle de machine learning tourne, qui vient réalimenter un Aerospike et ainsi de suite. Ah d'accord. Moi Ça, ça c'est ouais. vraiment un use case qu'on voit énormément et donc c'est plus sur cette logique de, on a bien conscience qu'on ne peut pas tout faire. Heu, les gens qui parlent de HTAP et qui sont persuadés qu'ils vont réussir à faire la fusion de tout, en général, c'est soit ils sont très bons en analytics et beaucoup moins en OLTP, soit c'est l'inverse. Et nous, on se dit: «Bah, restons bons où on est aujourd'hui». Ouais. On apporte quelques use cases de plus, puis pour le reste, on va laisser les autres faire et puis, on va Non, mais alimenter un peu. je pense que la tendance va rester comme ça. Il y a des moteurs ultra, sophistiqués ou spécialisés qui sont bons à ça et il y a pas de raison de les fusionner avec, d'autres fantaisies, j'allais dire. Donc ils sont bons pour faire ça et Mmh. on les garde comme ça, quoi. Et je pense que ça rejoint un peu le début de la conversation, qu'on a eue quand tu parlais des rachats chez Databricks et Snowflake. Au final, on se rend compte qu'ils avaient déjà cette tendance-là, mais fondamentalement, ils ont été rachetés un produit et ils vont plutôt faire, cacher derrière la synchronisation des données entre les 2, quoi. Ouais et puis il y a une tendance aussi, à aller vers une data platform, complète. Tu vois, Snowflake et Databricks, ce ne sont plus juste des databases, ça va bien au-delà de ça, en fait et C'est donc ça. d'où les rachats de ces, Postgre ou LTP, like. D'accord. Ben écoute, merci Nicolas. Le mot de la fin peut-être? Non? Le mot de la fin, ouais, alors ça a été convenu, un petit peu à l'arrache en interne avec les équipes Europe. Pour tous les gens qui écoutent, s'ils le souhaitent, ils peuvent, me pinguer sur LinkedIn et on leur offrira gentiment 1 heure où ils peuvent parler avec moi.
pour évaluer un use case, si ça leur tente de vouloir explorer Aerospike. S'ils veulent le tester, je peux les guider sur comment le tester, par rapport à ce qu'ils veulent faire et ainsi de suite. Donc il y a pas de souci, voilà, c'est cadeau pour les gens qui vont écouter. Bah, écoute, parfait, on mettra tes coordonnées, ton nom, en clair Ouais, et bah, écoute, bravo pour ça, merci pour ce débrief, voilà, je suis content d'avoir pu, partager ce petit mémo et de faire connaître, Aerospike. Voilà, une techno à découvrir et à tester. et ben, n'hésitez pas. Bah, je te remercie. Bah, écoute, à très C'est moi. bientôt. À bientôt. Merci.